Zoan, Paramecia et Logia. C'est dans le tout premier chapitre de One Piece qu'on voyait pour la première fois un fruit du démon. Ces fruits légendaires qui confèrent une capacité spéciale en fonction de ces trois types, mais qui en contrepartie enlèvent totalement la capacité de nager, faisant alors d'un utilisateur une véritable enclume. Et d'après des légendes, manger un tel fruit signifie faire entrer un démon en soi. Toujours selon ces légendes, si on essaye d'en manger deux, les deux démons vont entrer en conflit et le corps ne pourrait pas encaisser un tel choc, ce qui provoquerait alors son explosion. Pourtant, même si on connaît leurs effets et on sait comment les neutraliser, on ne sait pas comment ils fonctionnent réellement. Pourquoi ils empêchent un utilisateur de nager? Pourquoi ils sont affectés par la mer ou le granit marin? D'où proviennent ces démons? Tous ces éléments font que les fruits du démon font partie d'un des plus grands mystères de tout One Piece. Néanmoins, dans le SBS du tome 48, Oda nous fait subtilement comprendre que tous ces éléments vont être connus avant la fin de l'œuvre, puisqu'il nous suffirait d'attendre l'apparition d'un grand scientifique. Parce qu'au même titre que les fruits du démon, le docteur Vegapunk est sûrement le personnage le plus mystérieux de l'œuvre. Pour la première fois mentionné au chapitre 433, il est décrit comme étant le plus grand scientifique du monde. Il est notamment connu pour ses recherches sur le granit marin, les pacifistas ou encore les fruits du démon. Et toujours d'après ce SBS, Oda nous laisse entendre qu'il a percé tous leurs secrets. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière où je reviens sur tout ce qu'on sait de lui. C'est un espèce de gros récapitulatif du personnage comme j'ai déjà pu le faire avec Kaido. Bref, vous savez où trouver toutes ces vidéos. Récemment, il s'est passé quelque chose d'assez inattendu, puisque dans le chapitre 1007, on apprend que Vegapunk a pu prélever un morceau du facteur de lignée de Kaido pour en faire un fruit du démon, celui que Momonosuke a mangé. Au-delà du fait que cette information est folle et qu'elle nous fait comprendre que le fils d'Oden possède le même pouvoir que l'assassin de son père, Oda nous en a en réalité dit bien plus en une seule case, puisqu'il nous a enfin révélé le secret qui se cache depuis plus de 23 ans derrière le fonctionnement des fruits du démon. À la sortie du chapitre, j'avais pas vraiment prévu d'en parler, parce que je n'avais pas vraiment d'idée précise sur le sujet. Mais mon frère, c'est lui, m'a proposé d'écrire la partie qui va suivre. On en a ensuite discuté, et on est arrivé à une conclusion que j'ai trouvée vraiment pertinente et beaucoup trop intéressante pour ne pas vous la partager. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est une théorie que j'avais déjà proposée il y a plusieurs mois sur mon ancienne chaîne, donc si vous avez un air de déjà vu, c'est totalement normal. Je l'ai tout de même partiellement réécrite, j'ai tout réenregistré et j'ai fait un nouveau montage, bref, ça reste une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Donc si vous êtes prêts, je vous propose de faire un tour du côté de la science pour comprendre l'un des plus grands mystères de One Piece. Commençons par ce fameux facteur de lignage. Il nous est introduit par Yonji Vinsmoke au chapitre 840. Ici, il nous fait comprendre que Vegapunk a découvert cet élément qui n'est rien d'autre que le schéma de la vie humaine. Il nous dit même que ce serait sa plus grande œuvre. Grâce à ce facteur de lignage, Judge Vinsmoke et son Germa Double Six ont pu cloner des soldats pour se créer une armée qui leur est entièrement dévouée. C'est assez explicite pour beaucoup, mais le facteur de lignage est clairement, dans le monde de One Piece, l'ADN de notre monde. Donc, parlons rapidement de l'ADN. C'est une immense molécule contenue dans le noyau de chacune des cellules du vivant. Elle est composée de deux brins, deux chaînes de molécules plus petites les unes à la suite des autres. Les nucléotides et ces deux brins sont parfaitement complémentaires. En effet, dans l'ADN, on dénombre 4 nucléotides différents, abrégés A, C, T et G. Et chacun de ces nucléotides est le complément d'un autre. A et T sont complémentaires et G et C sont complémentaires. Ainsi, un brin d'ADN est une succession de milliards de ces nucléotides en séquence, et le second brin est donc l'exact brin complémentaire. Cet ADN, contenu dans le noyau de chacune des cellules qui nous composent, peut être décliné en différentes séquences plus ou moins longues qu'on appelle gènes. Et chaque gène code pour une caractéristique particulière. Ces gènes sont ensuite transcrits en ARN, une sorte d'ADN avec un seul brin, et où le T est remplacé par un U, et qui peut sortir du noyau pour se promener dans la cellule. C'est ce qu'on appelle la transcription. Une fois dans la cellule, cet ARN sera traduit en protéines par les ribosomes, qui sont des organites de la cellule. Il va parcourir le brin d'ARN, scannant les nucléotides 3 par 3, et chaque combinaison possible de 3 nucléotides équivaut à un acide aminé.
Cela permet au ribosome de scanner l'ARN et en parallèle de construire une chaîne d'acides aminés qui sont eux aussi des molécules. Et ce sont ces chaînes d'acides aminés, une fois complètes et pliées correctement, qui forment les protéines qui ont une multitude de rôles dans notre corps et qui sont indispensables à son bon fonctionnement. Et qui, directement ou indirectement, déterminent tout ce qui nous définit, que ce soit la couleur des yeux, des cheveux ou même de la taille. Pour résumer, l'ADN est un code, un plan qui nous définit physiquement et physiologiquement via sa traduction en protéines. Mais alors, quel rapport avec le pouvoir de Kaido et les découvertes de Vegapunk? Kaido a mangé un fruit du démon et acquiert ainsi un pouvoir. Suite à ça, Vegapunk en crée un similaire à partir de son facteur de lignée, donc de l'ADN de Kaido. Mais comment est-ce possible? Parce que quand on mange un fruit, un légume ou n'importe quel autre aliment, on n'intègre pas l'ADN de celui-ci, ou même ses caractéristiques. Sinon, je serais clairement un homme tacos. Mais si Vegapunk a pu créer ce fruit à partir de l'ADN de Kaido, ça veut dire que le fruit l'a modifié. Un fruit du démon viendrait donc insérer ces fragments d'ADN dans celui de l'utilisateur, ou en tout cas, il viendrait le modifier. Ramené à notre monde, cela signifie que Luffy, Brook, Kaido, Momonosuke et tous les autres possédant un pouvoir issu d'un fruit sont des OGM, un organisme génétiquement modifié. Un OGM peut être conçu par transgénèse, qui est une technique permettant d'insérer un ou plusieurs gènes dans l'ADN des cellules. Ces insertions peuvent donner la possibilité à certaines plantes, utilisées en agriculture, pour résister à des insectes, insecticides ou herbicides par exemple. Le principe de la transgénèse est sur le papier assez simple, je passe les détails, mais en gros, il faut d'abord sélectionner le gène qui nous intéresse, celui qui possède la caractéristique que l'on veut que notre organisme cible développe. Dans le cas des plantes, ce sera par exemple un gène de résistance à un herbicide, qu'on va trouver par exemple sur une bactérie. On va donc pouvoir récupérer l'ADN de cette bactérie, isoler le gène qui nous intéresse et l'insérer dans un vecteur. On va ensuite transférer notre vecteur avec le gène choisi dans les cellules de l'organisme cible. On va le transférer soit directement dans les cellules grâce à un canon à microbilles de métal recouverte du vecteur, ou bien en mettant ce vecteur dans une bactérie qui va elle-même rentrer dans la cellule cible et le délivrer. Enfin, on va sélectionner les cellules pour lesquelles la transgénèse a fonctionné, les laisser se développer et se multiplier. On va alors pouvoir les planter, les laisser grandir et se reproduire. Pour en revenir au monde de One Piece, on peut en conclure que les fruits du démon permettent d'incorporer des gènes particuliers dans l'ADN de son consommateur. Donc, un fruit du démon possède tout ce qui est nécessaire pour effectuer une transgénèse, c'est-à-dire le gène à transférer, un vecteur capable de transporter ce gène, ainsi qu'un moyen de transfert très probablement différent de ceux décrits plus haut, mais néanmoins nécessaire. On peut enfin tirer une dernière conclusion du fonctionnement des fruits du démon. Oda nous a déjà présenté des cas d'utilisateurs ayant des enfants après l'obtention d'un pouvoir, comme Big Mom ou encore Kaido. Et on sait que la descendance des deux Yonko n'ont pas obtenu de pouvoir à leur naissance. Cela veut donc dire que les changements qu'apportent les fruits du démon sur les gènes de notre corps ne sont pas héréditaires. Pourtant, dans notre monde, l'ADN l'est. Une moitié de l'ADN de l'enfant provient de la mère et l'autre du père. Il semble donc que la transgénèse qu'effectuent les fruits du démon ne concerne que les cellules somatiques, c'est-à-dire toutes les cellules du corps qui n'interviennent pas dans la reproduction. Aussi, cette théorie n'explique pas non plus pourquoi les fruits du démon se fixent sur un autre fruit lorsque l'utilisateur meurt. On peut alors se dire que tout miser sur la science ne suffit pas et qu'il y a forcément quelque chose d'un poil surnaturel qui gravite autour de ça. Mais je pense que la véritable question à se poser est pourquoi Oda a choisi de remplacer l'ADN qu'on connaît dans notre monde par un élément aux apparences similaires mais pourtant propre à son univers. Selon moi, si l'auteur a décidé de parler de facteurs de lignage et non d'ADN, c'est sans doute pour éviter les problèmes de ce type. Comme j'ai pu le dire dans ma vidéo sur le retour dans le temps et l'éveil du fruit du démon de Luffy, Oda n'est pas un scientifique, et One Piece n'est pas non plus un manga basé sur ça. Si la science est beaucoup représentée dans l'œuvre, c'est avant tout pour apporter certains éléments rationnels à l'histoire, afin de justifier son univers et ne pas tout faire passer pour du surnaturel. Mais pour éviter tout problème de cohérence avec notre monde, comme on l'a vu avec l'hérédité ou la transmission de fruits, il est bien plus simple d'inventer ses propres règles. Ainsi, le fait qu'il n'utilise pas l'ADN directement lui permet d'utiliser les propriétés qui l'arrangent et d'en créer de nouvelles. Dans le monde de One Piece, l'ADN, ou plutôt le facteur de lignage, n'est peut-être pas héréditaire, et il permet certainement d'expliquer toute la diversité des espèces qu'on retrouve dans l'univers de Luffy.
Maintenant, qu'est-ce que tout ça nous a appris? On a vu que les pouvoirs des fruits du démon ne provenaient sans doute pas de sorcellerie ou de malédiction. En tout cas, pas uniquement, puisque Vegapunk a été capable d'en reproduire un à partir des gènes de Kaido. Et à première vue, c'est un scientifique, et non un mage noir. C'est donc qu'il y a effectivement quelque chose de bien fondé derrière tout ça. Comme on le sait, les fruits du démon existent depuis au moins 800 ans, puisque Toki a pu manger le Toki Toki no Mi à cette époque. Dans certaines régions, ils ne sont même pas connus, comme à Wano ou sur Amazon Lily par exemple, où ils assimilent ça à de la sorcellerie et en ont peur. Seulement, Vegapunk est connu pour avoir près de 500 ans d'avance en termes de science, et suite à sa découverte sur les facteurs de lignage, il a été arrêté par le gouvernement parce qu'il était jugé trop dangereux. Yanji accompagne cette information par « ce qui n'était jusque-là réservé qu'aux dieux est devenu possible ». Ça peut nous faire penser à notre monde. Il y a plusieurs dizaines, voire centaines d'années, tout ce qu'il se passait dans notre monde s'expliquait par l'existence d'un dieu. Aujourd'hui, on a tous des croyances qui nous sont propres et chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Mais grâce à l'évolution du matériel et de nos connaissances, beaucoup de choses ont trouvé une explication logique et bien fondée. On peut aussi prendre l'exemple des troubles mentaux, puisqu'à l'époque, la folie par exemple était expliquée par un mélange de divinité, de mal, de sorcellerie ou même de possession démoniaque, et qui se soignait très souvent en tentant de faire sortir du corps un démon à l'origine de tout ça. Ce que je veux dire, c'est que toutes ces choses qu'on ne pouvait expliquer à l'époque que par du surnaturel ou via des malédictions sont aujourd'hui totalement normales et rationnelles, puisqu'on a évolué et fait évoluer nos outils de recherche. Je me dis alors, est-ce que Vegapunk n'est pas un moyen pour Oda de faire évoluer et faire comprendre des choses au monde de One Piece sans avoir à faire un saut temporel de plusieurs centaines d'années, à une époque où tout le monde comprendra que les fruits du démon proviennent d'un phénomène totalement rationnel et explicable, au même titre que la sorcellerie ou les troubles mentaux. Au final, peut-être que les fruits du démon ont simplement une mécanique que le monde actuel de One Piece n'est pas en mesure de comprendre, et quand quelque chose n'a pas d'explication, on a tendance à l'attribuer à un phénomène surnaturel. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire ou à vous abonner à la chaîne. C'est une vidéo assez conséquente qui m'a demandé pas mal d'efforts d'écriture parce que la vulgarisation n'est pas vraiment mon domaine. Mais mon frère m'a énormément aidé, donc merci beaucoup à lui. D'ailleurs, je vous mets le lien de la chaîne de son groupe en description. Ils ont sorti leur premier son il y a quelques semaines, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller donner de la force. En tout cas, je fais une vidéo sur One Piece tous les jeudis à 18 h, donc je vous dis à la semaine prochaine.